Africa, yeah, yeah. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre rendez-vous, La Voix des femmes. Femmes ennemies ou alliées de la femme. Depuis la nuit des temps, il existe une forme de rivalité, de compétition, voire même de concurrence entre les femmes. Peut-on alors parler de solidarité féminine ou de rivalité entre elles? Telle est la thématique que nous aborderons dans le débat du jour sur ce plateau avec nos deux invités. Nous irons retrouver en duplex Lindsay avec la superwoman du jour, ainsi que Lady, qui est allée recueillir les avis des populations de Libreville sur la question. Je suis Laetitia Mébalé et je suis ravie de vous accueillir dans le 3e numéro de La Voix des femmes. Africa, yeah. Le portrait de femme de ce numéro met en lumière une femme. Une dame au grand cœur, une femme pour qui la solidarité féminine a tout son sens. Je vous invite à regarder avec moi. Africa, yeah. Née le 10 novembre 1940 à Eloé, village situé à l'aval de Lambaréné, Hélène Mwetian Nwora, épouse Mbadinga, est l'aînée d'une famille de 7 enfants. Dès son jeune âge, avec sa mère femme de pasteur, elle apprend la broderie, le crochet, le tricot et comment raccommoder des pièces abîmées. En janvier 1951, à l'âge de 10 ans, elle va pour la première fois à l'école. À 15 ans, après l'obtention de son certificat d'études primaires, elle est formée en sténodactylo par une religieuse, sœur Marie-Émilie. Cela lui permettra de travailler par la suite à la poste centrale de Libreville comme agent polyvalent. En 1962, elle épouse Flavien Mbadinga, un jeune diplomate gabonais, qu'elle suivra en France, puis en Espagne, où elle découvrira l'univers de la haute couture et la broderie fine. Elle décidera ainsi de se former dans ce domaine qui deviendra vite une passion. De retour au Gabon, Hélène Mbadinga est recrutée à la fonction publique comme enseignante des arts ménagers à l'école normale des filles. Elle y travaillera jusqu'à sa retraite en 1985. Ayant remarqué que trop de jeunes filles du quartier dans lequel elle vivait se retrouvaient trop vite hors du système éducatif à cause des grossesses précoces ou de la pauvreté de leurs parents, situation qui ne leur offrait pas d'autre choix que de se trouver un homme qui s'occuperait d'elles, Hélène Mbadinga a pris l'engagement de les aider à s'en sortir en leur dispensant des cours de couture afin que ces jeunes filles deviennent autonomes. C'est ainsi que naîtra l'association Action Sociale Dorcas en 1988 et son siège sera durant plusieurs années dans son salon. Les jeunes filles sont formées gratuitement en broderie, en couture, puis par la suite en coiffure et cuisine. Des cours d'alphabétisation vont s'ajouter, beaucoup parmi elles ne sachant ni lire ni écrire. Aujourd'hui, l'association Action Sociale Dorcas a 33 ans et continue d'œuvrer à la formation de nombreuses jeunes filles gabonaises. Parallèlement, Hélène Mbadinga crée le complexe scolaire Petit Cœur pour venir en aide aux enfants issus de parents démunis, privés de ce fait de scolarisation. Bien que les tarifs y soient très bas, Maman Hélène, comme on l'appelle affectueusement, a mis un point d'honneur sur la qualité de l'enseignement qui y est donné, ce qui a permis à cette école d'être comptée parmi les établissements ayant les meilleurs résultats aux examens de CEP à Libreville. Aujourd'hui, le complexe scolaire Petit Cœur est présent à Libreville dans l'estuaire, à Lambaréné et Njolé dans le Moyen-Ogoué et à Mouila dans l'Angounier. Associée au chef Anto, Hélène Mbadinga lancera en 2018 le projet Iora, soutenu par l'ambassade de France au Gabon, qui consiste à créer une marque éthique et solidaire, alliant tradition africaine, modernité, originalité et qualité des créations à des valeurs éthiques et des engagements forts. Des produits confectionnés par les élèves de la section couture. Une collaboration qui fut une façon durable de soutenir l'ONG. En effet, les bénéfices tirés de la vente des produits Iora étaient reversés sous forme de fonds de solidarité aux femmes prises en charge par l'association. À ce jour, des milliers d'enfants et de jeunes filles ont pu bénéficier du dévouement de Maman Hélène. Donner une seconde chance à une femme, telle est la mission que s'est assignée Madame Mbadinga. Nous allons retrouver Lindsay dans la commune d'Akanda, en duplex, qui est allée à la rencontre de la superwoman du jour. Lindsay, c'est à vous. Bonjour Laetitia, je suis actuellement du côté d'Akanda, plus précisément à Onomo Hotel, où je vais à la rencontre du chef Anto. À la rencontre d'une superwoman, c'est parti. Africa, yeah, yeah.
chef Anto. Bonjour. Vous êtes la superwoman de ce numéro, une femme qui a fait le choix de sa passion. Racontez-nous votre histoire. Je suis Anto Cocagne, communément appelée le chef Anto, chef de cuisine d'origine gabonaise. Mon histoire, c'est une histoire qui commence vraiment de façon banale. J'ai commencé à cuisiner au Gabon avec ma grand-mère, avec ma mère, avec mes tantes. Et au début, je ne pense pas que c'était une passion, c'était plus une corvée attribuée aux filles. Mais au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que la cuisine, c'est l'endroit où j'aime rester. Et au fil des années, après mon baccalauréat, je décide de vraiment en faire mon métier. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir représenter le Gabon à l'international au travers d'événements, mais aussi de ce que je propose en termes de cuisine. D'accord. Aujourd'hui, votre travail a porté des fruits et le résultat est réjouissant. Mais comment se passe votre activité face à la Covid-19 ? En d'autres termes, comment avez-vous surmonté cette crise ? Alors moi, la particularité que j'ai, c'est que je suis un chef de cuisine itinérant. C'est-à-dire que je n'ai pas de restaurant fixe, je n'ai pas un lieu fixe. Et lorsque je me suis lancée il y a quelques années, j'ai fait le choix d'être chef privé, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire la cuisine chez des particuliers à leur domicile. Et puis, au fur et à mesure, on a étendu les prestations à des lieux qu'on pouvait privatiser. Ce qui fait que quand la Covid-19 est arrivée, nous, on n'a pas été impactés de la même façon que ceux qui avaient des lieux fixes et qui, notamment à cause des mesures sanitaires, étaient obligés de fermer. Parce que moi, comme je travaillais chez des particuliers, en fait, j'ai continué à travailler chez les particuliers. Et donc, mon entreprise a même évolué durant cette pandémie, contrairement à ceux qui étaient obligés de fermer leur établissement. Alors, en ce jour, nous parlons de la solidarité féminine. Nous nous posons la question de savoir si la solidarité féminine existe. Certaines disent qu'elle est bel et bien présente au Gabon et d'autres le contraire. Face à cette question, vous, de quel côté vous positionnez-vous ? Alors la solidarité existe parce qu'il faut savoir que déjà dans notre culture, on nous apprend à être solidaire. Moi, je me rappelle, même déjà enfant, lorsque ma mère faisait les courses, on donnait toujours aux voisins, à la voisine. Lorsqu'on partait à l'école, mon père prenait les enfants des voisins. Alors c'est peut-être différent aujourd'hui à cause d'un contexte qui a encore changé. Mais la solidarité fait vraiment partie de notre culture et la solidarité féminine encore plus. Alors c'est vrai que souvent il peut y avoir des jalousies, des griefs entre femmes et ce qui fait que ça peut changer notre manière d'être solidaire. Mais dans le fond, la solidarité existe. On le voit notamment au travers d'associations. Il n'y a pas très longtemps, il y avait la foire de l'indépendance. J'y étais et c'était souvent des associations de femmes qui travaillent pour l'autonomisation d'autres femmes ou pour aider des jeunes filles ou pour aider. Donc la solidarité féminine existe. À l'endroit des femmes, le mot que je dirais, c'est de continuer. De toute façon, on le voit au Gabon, dans nos emblèmes, on voit beaucoup de dessins de femmes. On parle de la mère patrie, mais nous sommes aussi des mères. Et pour moi, j'encourage les femmes à ne pas baisser les bras. La plupart des commerces, des entrepreneurs, que ce soit au Gabon ou même en Afrique en général, ce sont des femmes qui les tiennent. Les foyers, ce sont des femmes. Et il faut le dire, le monde serait tellement triste si on n'était pas là. Donc moi, j'encourage les femmes à continuer à être solidaires, à continuer à entreprendre, à continuer à éduquer. Parce qu'on dit lorsqu'on éduque une fille, on éduque en fait une nation. Exactement. Alors, pour rester sur le contexte de la solidarité, comment exprimez-vous la solidarité féminine à travers vos activités ? Alors, à travers mes activités, ce que je fais, c'est notamment au Gabon, je travaille avec une association qui s'appelle le Centre d'action sociale d'Orcas, qui est situé à Bellevue 2. Et c'est une association qui aide des jeunes filles déscolarisées à être autonomes au travers de la couture. Donc, lorsque je les ai contactées il y a 2 ans, on a prévu justement, vu que je suis chef de cuisine et qu'elles font de la couture, on a fait une ligne d'accessoires de cuisine. Donc ça va du set de table, aux nappes, aux gants, aux maniques. Et à travers les ventes en fait, de ces articles-là, lorsque c'est vendu, que ce soit au Gabon ou même en Europe, lorsque je fais un événement,
et ben, tous les bénéfices sont reversés à cette association. Donc ça, c'est l'une des choses que je fais. J'ai créé aussi une chaîne YouTube parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui me demandaient des conseils par rapport à l'entrepreneuriat, notamment dans l'univers de la cuisine. Et sur cette chaîne YouTube, je donne des conseils sur ce qu'il faut faire, le savoir-faire, le savoir-être, pour pouvoir faire exploser en fait son entreprise. D'accord. Alors, chef Anto, vous êtes chef cuisinier, auteur d'ouvrages et vous organisez pas mal d'événements. De ce fait, quelle est votre actualité? Mon actualité, alors je suis au Gabon actuellement pour pouvoir présenter mon livre qui s'appelle Goût d'Afrique, qui est un livre de 70 recettes. Et donc ce sont des recettes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et aussi on retrouve un peu de recettes d'Afrique australe. Et je suis venue le présenter parce qu'il est sorti fin 2019, mais en 2020, je n'ai pas pu le présenter ici vu qu'on était vraiment dans un contexte particulier. Et puis en octobre, on va avoir le festival We Eat Africa, qui est le festival dont je suis la présidente et qui sera organisé à Lomé au Togo. D'accord. Merci pour vos disponibilités. Merci à vous, merci de me recevoir. Et je me tourne vers toi, Laetitia. Ici, le chef Anto affirme que la solidarité féminine est bien présente. Sur ce, à la prochaine. Merci Lindsay. Effectivement, nous aborderons cette solidarité féminine dans quelques instants dans le débat du jour. Mais avant, je vous invite à découvrir une femme dynamique, une femme qui a compris effectivement l'intérêt de cette solidarité entre femmes. Et c'est la raison pour laquelle elle a créé, il y a quelques années, une ONG dénommée Malachi. Allons rencontrer notre invité du jour. Africa, yeah, yeah. Je suis Pépési Ogouligende, bien sûr, présidente de l'ONG Malachi. Je suis alumni United States et médiatrice de paix certifiée, membre de plusieurs réseaux de défense des droits humains nationaux et internationaux, notamment les droits des femmes. Africa, yeah. On peut dire que c'est un mix, effectivement, notamment ma foi chrétienne, je peux dire ma mission de vie, mon expérience de vie personnelle, effectivement. J'ai eu une vie résiliente et bien que confrontée à des difficultés, j'ai grandi dans un milieu masculin parce que j'avais de nombreux frères, mais j'ai pu, à travers ces expériences-là, comprendre qu'il était très important de s'engager non seulement pour soi-même, mais également pour sa communauté. Donc tout ce que je fais rentre un peu dans le partage en fait, d'expériences de ma vie pour susciter des vocations autour de moi et accompagner ceux-là qui veulent changer en fait, de vie. Et une autre expérience dans mon enfance, j'ai été très brillante, donc j'ai toujours bénéficié de tableaux d'honneur. Donc ça m'a en fait propulsée sur la scène très jeune et j'ai pris confiance en moi. Je suis de nature à penser que tout est possible à ceux qui veulent. Africa, yeah, yeah. Bien sûr, on ne peut pas vivre en autarcie et moi, dans mon expérience de vie, beaucoup de personnes m'ont tendu la main pour arriver là où je suis. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence relationnelle. Il est très important de s'entourer. On vit dans un monde où on a besoin les uns des autres. Et en parlant des femmes, on dit souvent qu'une seule fleur ne fait pas le printemps. Donc nous avons besoin d'être plusieurs et nous devons capitaliser cette solidarité. Elle est à construire parce que nous sommes des êtres totalement différents, d'éducation différente, de vision différente, mais il faut avoir conscience que c'est très important de se mettre ensemble avec les autres. Et moi, j'ai pu atteindre ce niveau de leadership parce que je suis dans des réseaux de solidarité de femmes à l'échelle nationale, continentale et même internationale. Vous voyez que grâce aux relations, grâce au réseau de solidarité, je peux tout de suite avoir une opportunité dans le monde, quel que soit le pays. Donc c'est très très important de cultiver cette solidarité. Et pour revenir au Gabon, on dit souvent un seul doigt ne lave pas la figure. Donc le combat, il est titanesque puisque nous devons repenser les constructions sociales, les constructions culturelles. Donc vraiment les femmes doivent se mettre ensemble
pour pouvoir atteindre cet objectif d'égalité, parce que nous sommes là dans le plan d'action de Génération Égalité. Africa, yeah, Je voudrais déjà vous féliciter pour cette initiative qui concourt au renforcement des capacités en matière de leadership féminin. Encourager toutes les femmes, quel que soit leur positionnement social, comprendre qu'elles ont un rôle à jouer pour que nous puissions effectivement atteindre cette génération égalité qui est une égalité en termes de droits. Les femmes doivent pouvoir déployer leur plein potentiel pour une autonomisation véritable. On parle de leadership transformationnel, donc il faut que les femmes aient accès à leurs droits sur le plan économique, sur le plan de développement humain et également sur le plan économique. Et ça, ce sont les femmes qui sont les porte-voix et nous sommes véritablement dans le challenge de la voix des femmes. Il faut que les femmes aient le courage de s'exprimer pour savoir revendiquer leurs droits et s'approprier également tout ce qu'il y a comme opportunité en leur faveur. Merci Madame Pepesi pour ce bel échange. Je tiens à rappeler également que Madame Pepesi Oguligende est également lauréate du prix Agathe Okumba Dokwachege 2021, qui est un prix initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Alors nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je voulais annoncer en début de cette émission, nous allons parler effectivement de la solidarité féminine. Est-ce qu'on peut justement parler de solidarité féminine ou plutôt de rivalité entre elles? Je suis accompagnée de deux invités, deux femmes que je m'en vais vous présenter dès à présent. Alors, nous avons Madame Audrey Ndoutoum-Dong. Bonjour Madame Audrey. Bonjour Madame Balé. Bienvenue dans votre émission La Voix des femmes. Merci. Également Madame Lisiane Neyer. Bonjour Lisiane. Bonjour Madame Ebalé. Et bienvenue dans cette émission. Je profite de l'occasion donc pour vous présenter à nos téléspectateurs. Madame Neyer, vous êtes consultante en communication politique, je précise, mais également femme engagée dans la société civile. Effectivement, j'accompagne les décideurs dans la construction de leur image de marque. Et je suis également solidaire de plusieurs associations féminines. D'accord. Notamment. Merci beaucoup. Audrey, alors vous êtes juriste de formation, mais également présidente de l'association Femmes de Cœur. C'est bien ça? C'est ça, madame. D'accord, parfait. Nous rentrons donc dans le vif du sujet. Solidarité féminine, mesdames, est-ce que vous y croyez? Dites-nous tout. Est-ce que ça existe? On en parle maintenant. Lisiane. Oui, la solidarité féminine existe, mais je crois qu'au-delà de ce thème, il faudrait plutôt qu'on se pose la question pourquoi doit-on encore revenir sur le sujet de la solidarité féminine? Normalement, ça devrait aller de soi, mais nous remarquons qu'il y a une certaine propension plutôt à la rivalité plutôt qu'à la solidarité entre femmes. Exactement. Et je crois que dans notre société gabonaise notamment, cela peut s'expliquer par divers facteurs, notamment le fait que nous soyons une société à la base polygame, où nos grands-pères et nos arrière-grands-pères et peut-être encore nos pères ont toujours eu plusieurs femmes à leur côté qui se crêpaient plus souvent le chignon qu'elles ne faisaient bloc face à leur époux. Je pense que c'est un peu un héritage que nous avons reçu de nos traditions, mais qui va très vite falloir corriger parce qu'aujourd'hui, la femme a tellement de défis. Être femme, déjà, c'est un défi au quotidien, s'occuper des enfants et ensuite exister dans la société, exister professionnellement. Et face à une société de plus en plus patriarcale, les femmes ont intérêt à se mettre ensemble pour justement faire avancer cette cause et peut-être aussi permettre plus de justice sociale dans notre société. Tout à fait. Donc vous pensez effectivement qu'une des raisons de cette difficulté qu'il y a dans la solidarité féminine est due à des facteurs culturels, traditionnels que nous avons dans notre société. Madame Audrey, votre avis sur la question? La solidarité féminine, elle existe. Mais il y a des pans qu'il faut améliorer. Déjà, il faudrait que les femmes comprennent pourquoi elles décident de se mettre ensemble. Et il faudrait qu'à un moment donné, on puisse taire nos égos pour mettre en avant l'intérêt général.
D'accord. Alors, je voudrais aller dans le cadre, l'environnement du travail. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de difficultés, de rivalité dans le monde du travail, dans votre expérience personnelle? Personnellement, non. Mais autour de moi, des collègues en parlent. Oui. Entre des femmes qui se font la guéguerre pour avoir un poste, pour aller en mission, ou certaines qui veulent montrer qu'elles sont plus outillées que d'autres. Mais personnellement, je n'ai pas encore vécu ça. Alors, mesdames, je me permets de lancer vraiment le débat parce que ce sont des choses qui existent. Parfois, vous arrivez dans une société, vous êtes peut-être la plus jeune ou peut-être, on peut le dire, la plus jolie, peu importe. Mais vous arrivez et vous n'êtes pas forcément très bien accueillis par des femmes comme vous. J'aimerais qu'on en parle effectivement. Lisiane, une expérience dans ce sens? Oh, des expériences, je pense que j'en ai eu. Mais comme je le dis toujours, il faut savoir rester professionnel. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu très souvent. J'ai été la plus jeune un peu partout où je suis passée. Et le fait de s'affirmer professionnellement pose problème. Déjà dans notre société, à cause du fameux droit d'aînesse qu'on veut transporter jusque dans le cadre professionnel. Et ensuite, justement, à cause des petites guéguerres entre femmes. Et je pense que le plus important, c'est de faire valoir ses compétences. Dès lors qu'on est dans le cadre professionnel, qu'on reste professionnel. Et qu'on évite toute familiarité au-delà du professionnalisme. Mais c'est vrai que j'ai eu plus d'accrochage, par contre, avec des femmes qu'avec des hommes. Pourtant, les hommes sont réputés plus ambitieux, mais les femmes, lorsqu'elles n'arrivent pas à trouver la faille sur le côté professionnel, justement, ont tendance très vite à revenir dans un cadre, on va dire, un peu plus familier ou personnel. On dit que les femmes sont trop émotionnelles. Effectivement. On en parle. Dites-nous tout. Ça, par contre, c'est le véritable problème avec les femmes. C'est qu'on a tendance à écouter notre cœur, à écouter nos susceptibilités. Du coup, si j'arrive et je me rends compte que Madame Lisiane, quand elle se présente devant le chef, il est souriant, il accepte ses propositions, je me sens vexée. Je me dis, mais pourquoi c'est à elle qu'on fait telle ou telle faveur et pourquoi pas à moi? Du coup, ça crée une petite rivalité. Mais on n'arrive pas à regarder la chose autrement en se disant que si elle, par exemple, elle arrive à avoir X ou Y faveur, c'est que sur le plan professionnel, elle se donne. Donc je devrais faire comme elle ou me rapprocher d'elle et travailler avec elle. Exactement. Mais malheureusement, on rentre dans des susceptibilités, des jalousies qui sont typiques aux femmes. D'accord. C'est l'émotion. Lisiane? Oui, je suis totalement d'accord. Il va falloir qu'on apprenne à traiter nos émotions différemment. Parce que moi, je dis toujours, l'émotion, comme toute chose d'ailleurs dans la nature, a une polarité positive ou négative. Le problème avec nous, les femmes, en général, c'est que nous utilisons nos émotions de la mauvaise façon. C'est pas... un tant soit peu, la jalousie, des fois, c'est un moteur. Mais encore, il faut-il que tu trouves la polarité positive dans ta jalousie. C'est-à-dire que si tu remarques que Laetitia sait se maquiller, sait se mettre en valeur, au lieu de rester dans ton coin frustré à commencer à lui trouver des défauts, tu peux te rapprocher d'elle et lui dire « Écoute Laetitia, je trouve que tu te maquilles bien. Est-ce que tu as une maquilleuse? Comment tu fais? Tu as regardé quel tuto? Est-ce que tu peux m'apprendre ?» Tu vois? La jalousie peut être un moteur, quand on sait bien l'utiliser, quand elle n'est pas mal axée. Et c'est là tout l'enjeu finalement de la gestion de nos émotions, que ce soit en milieu associatif, que ce soit en milieu professionnel. Et comme on se le disait en off, moi je trouve que on parle là de rivalité entre femmes, mais la rivalité entre hommes est encore plus féroce. Sauf que les hommes, eux, quand il s'agit de leurs intérêts, ils acceptent de se mettre en retrait pour l'avancement de la cause. C'est là tout le problème. Les hommes arrivent, lorsqu'il s'agit d'un intérêt commun, à faire fi justement de ces émotions-là, de cet ego-là, pour justement l'intérêt, la cause qu'ils portent. Mais les femmes ont ce problème-là. C'est quelque chose quand même qu'il faille qu'on puisse travailler, je pense. Il faut que nous puissions donner aux femmes qui nous regardent un certain nombre de conseils par rapport à ce fléau-là, parce que c'est un véritable fléau. On parle même souvent de femmes ennemies de la femme. Audrey?
Oui, Quel travail doivent-elles faire pour pouvoir surpasser ce problème d'émotion, de jalousie, de rivalité malsaine? Bon, déjà, c'est se mettre ensemble en fonction des intérêts communs. Parce que, comme Madame Lisiane le disait tout à l'heure, les hommes ont cette capacité-là, à se dire, je vais en politique par exemple, nous sommes là, ce qui est sûr, c'est que Monsieur X a plus d'avantages que moi, plus de moyens financiers que moi. Donc, au lieu de combattre Monsieur X, ce que je dois faire, c'est de me mettre avec lui, travailler avec lui et me faire ma place petit à petit à ses côtés. Mais malheureusement, la femme, elle n'a pas encore compris ça. Alors, je voudrais rebondir sur ce que dit Audrey. Ce que vous dites, effectivement, a tout son sens. Par contre, je crois qu'il y a quand même un retour d'ascenseur. Je prends l'exemple que vous avez pris par rapport à la politique. Vous avez des personnes, effectivement, qui ont ce leadership-là et qui impulsent, effectivement, une vision. On se met derrière, donc Audrey, Laetitia, Lisiane se mettent derrière cette femme-là, par exemple, politique. Et puis, on arrive à travailler pour elle pour que justement sa vision puisse être celle qui va, entre guillemets, gagner, avoir du succès. Sauf que parfois, très souvent même, on peut se retrouver déçu. Pourquoi? Parce que lorsque notre chef, entre guillemets, notre candidate arrive à un certain niveau de réussite, est-ce qu'elle a justement le souvenir de tirer les autres derrière? C'est ça souvent aussi peut-être qui peuvent être les causes de cette non-solidarité des femmes. Je crois pas. Je pense qu'il faut que chaque femme comprenne un ratio qui est très simple. Lorsqu'on rentre dans le monde, parce qu'une femme qui s'engage déjà dans le milieu associatif est à 0,5 pas de tomber dans le milieu politique. Il faut qu'on se dise les choses. Voilà. Donc, dès lors qu'on aspire à ce genre de choses, il faut être prête mentalement. Et quand on rentre dans ce genre d'univers, généralement, c'est 90% de raison et 10% d'émotion. Donc, quand je veux être femme leader d'association, femme politique, etc., syndicaliste et autres, il faut que je sache que je dois fonctionner avec 90% de raison et 10% d'émotion. Et cela passe aussi par le fait de redéfinir ce qu'on appelle solidarité féminine. Moi, des fois, je regarde des initiatives et je me dis, je ne peux pas être solidaire de ça. Pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui au Gabon se cantonnent encore à des sujets inoffensifs, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par sujet inoffensif? Des sujets inoffensifs, c'est-à-dire, au lieu d'aller au cœur du problème, d'aller au front, de se démarquer sur des sujets d'intérêt général marqués, on préfère se cantonner à des petits sujets d'ordre féminin. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va dire, oui, on va faire un groupe de tontines, on va aller dans les orphelinats, on va aller faire les dons à Noël et compagnie, alors qu'il y a une véritable question à se poser, par exemple, sur la gestion des orphelins au Gabon. Un orphelin qui fugue d'un orphelinat au Gabon, il n'y a aucun avis de recherche. Il n'y a aucune traçabilité, j'ai envie de dire, même sur le parcours de l'orphelin au Gabon. Quand il est récupéré, peut-être abandonné ou né sous X ou je ne sais pas quoi, à sa majorité. Mais quelle est l'association féminine aujourd'hui qui arrive à apporter? Parce que c'est ça le cœur, c'est pas prendre des dons, aller dans des orphelinats. Vous vous rendrez même compte, moi, pour avoir commencé ma carrière dans le milieu associatif, caritatif, de 6 mois à 6 mois, ce n'est pas les mêmes orphelins que vous trouvez dans les orphelinats. Mais ceux qui étaient là il y a 6 mois, ils sont allés où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que les orphelinats ont des fichiers? N'ont pas de fichiers? Bon, c'est justement ça le cœur du problème, tu vois. Mais quelle est l'association féminine qui s'en préoccupe? On préfère dire, on est l'association des femmes chrétiennes de Nzayon. Bon, parce qu'on est des mamans, c'est la Noël, on va aller faire des dons. Et puis après, bon, l'année prochaine, on revient, on fait des dons, mais on oublie l'essentiel. C'est-à-dire, on ne se rend même pas compte que d'une année, en l'espace de 12 mois, les enfants qui étaient là, peut-être il y en a 1 ou 2 qui sont encore là, les autres ne sont plus là. Ils sont allés où? Mais ça, c'est bien sûr les faiblesses de l'État, mais c'est aussi au niveau associatif, à la société civile, de poser les bons et les vrais problèmes. Les bons et les vrais problèmes. Tu vois? Et moi, souvent, je pose cette question de pertinence. Parce que solidarité pour solidarité, je veux bien, mais solidarité dans le bon sens. D'accord. Tu vois? Il faut qu'on commence à se
poser les bonnes questions pour attirer les bonnes personnes, tu vois. Plusieurs associations, par exemple, m'ont contactée. Elles vont se dire, oui, Lisiane est sur le plateau. Moi, je l'ai contactée, elle n'a pas voulu venir travailler avec moi. D'accord. Mais parce que beaucoup de femmes également sont allergiques à la critique constructive. Je vais lui dire, ok, moi j'ai lancé mon association, qu'est-ce que vous faites? On fait des tontines, on forme les femmes pour les AGR et compagnie. Ok, bon. Depuis que tu existes, tu as formé combien de femmes pour les activités génératrices de revenus? Oh, j'en ai formé 150. Ok, sur les 150, combien ont effectivement démarré leur activité? Oh non, tu sais, les femmes... C'est là où, des fois, la solidarité féminine a ses limites. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se lance la pierre entre nous sans qu'on ne puisse se dire les choses. Les choses. D'accord, j'entends bien ce que vous dites. C'est le message que Madame Lisiane souhaite faire passer, effectivement, c'est on ne doit pas être solidaire juste pour être solidaire, mais être solidaire de causes qui ont véritablement du sens et qui peuvent effectivement avoir un impact réel, c'est bien ça, concret sur les cibles que l'on souhaite justement toucher. Audrey, quelque chose à dire là-dessus? Oui, je parlais tout à l'heure d'intérêt et l'intervention de Madame Lisiane rentre parfaitement dans ce sens-là. On ne se met pas ensemble parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on a un intérêt commun. Et c'est à partir de cet intérêt commun-là qu'on ne se verra pas comme des éventuelles rivales ou concurrentes, mais comme des femmes qui ont une vision et qui veulent l'accomplir ensemble. Elle a parlé tout à l'heure du social. Je suis dans le social. Nous faisons les dons. Et c'est effectivement pertinent ce qu'elle dit là. Il faudrait aussi que les femmes apprennent à se parler franchement. Et c'est cet avantage que les hommes ont. Les hommes, ils arrivent tranquillement à s'asseoir autour d'une tasse de café et se dire voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui a marché. Mais nous, on va chercher à habiller. Parce qu'on ne veut pas frustrer, on veut plaire. Mais à un moment, on ne plaît pas toute une vie. Tout à fait. Parce que l'inconvénient de plaire, c'est que quand on arrive à saturation, on déborde. Et quand on déborde, on devient des ennemis. Donc il faudrait que la femme apprenne à être franche, à choisir ses amis, ses collaboratrices en fonction d'un intérêt commun. Ça évitera beaucoup de dérives en chemin. Tout à fait. Merci mesdames. Nous allons aller retrouver une de nos chroniqueuses, Lady, qui est allée justement dans les rues de Libreville pour recueillir l'avis des populations sur la question femme, ennemie ou alliée de la femme. C'est à vous, Lady. Effectivement, Laetitia, nous sommes allés dans les rues de Libreville pour poser la question du jour. La femme est-elle alliée ou ennemie de la femme? Suivez-moi. Africa, yeah, yeah. Moi, je dirais par contre que les femmes sont solidaires, mais toutes ne sont pas solidaires. Il y a certaines qui sont solidaires et d'autres aussi ne le sont pas. Je dirais que la solidarité féminine existe, mais ça dépend des cas. Que l'être humain, si on le prend vraiment en général, peut être solidaire à certains moments selon les circonstances et à d'autres non. Donc c'est le même cas au niveau de la femme. Il y a des moments où elle peut être solidaire envers une autre femme et à des moments où on ne retrouvera pas en fait cela. Une réalité pour moi. Dans ma société, moi d'abord je reviens de l'Afrique du Sud. J'étudie là-bas et du coup mes amis entre Gabonaises là-bas vraiment on est solidaires. Et même quand on a appris une histoire du Gabon par rapport à une femme dont je ne vais pas citer le prénom, le nom, on a vraiment été solidaires pour elle par rapport à la situation qui s'est passée. On la défendait en fait. On n'était pas non, nous vraiment, on se soutenait par rapport à cette situation. Parce qu'on se cède des coudes, on se dit des choses, on fait des coups fourrés et on se chatouille entre nous, on se dit des choses. Alors selon moi, je dirais que la solidarité féminine existe encore bel et bien. Mais malheureusement, nous constatons que les hommes sont plus solidaires que les femmes. Je vais prendre un exemple tout bête. On va prendre deux femmes, deux amies qui font la même activité, par exemple. Alors, il y a une qui excelle un peu plus que l'autre. Et il y a l'autre qui va se dire non, avec un air, peut-être avec un peu de jalousie. Elle va dire non, pourquoi et tout. Elle va d'abord critiquer avant de faire la publicité. Alors que chez les hommes, lorsqu'un homme va vers son ami ou son frère, s'il constate que le frère a un business,
avant même de critiquer la chose ou que la chose soit fructueuse ou bonne ou pas bonne, il va d'abord soutenir son frère, sans critiquer. Et c'est un peu ça mon point de vue. Oui, je pense que la solidarité féminine existe entre femmes. On peut retrouver des femmes qui ne s'entendent pas, raison pour laquelle elles ne se soutiennent pas. Mais généralement, les femmes, elles se soutiennent. Là, par exemple, moi, je suis là, c'est parce que je dois aller soutenir ma copine qui a un stand pas loin. Donc, voilà, ça, c'est une preuve qui montre que la solidarité féminine, elle existe. Et encore plus, avec la vague de cette jeunesse-là, les femmes, elles sont entreprenantes, donc nous pouvons constater qu'il y a d'autres qui les soutiennent. Quoique, il y a d'autres qui ne le font pas, par jalousie ou bien... Bon voilà, c'est le plus souvent ça, mais sinon ça va. On se soutient. Africa, yeah, yeah. Merci Lady pour ce micro-trottoir. On constate effectivement que pour la plupart des personnes qui sont passées au micro de Lady, 90%, je dirais, sont d'avis avec la question à savoir est-ce que la solidarité féminine existe? Oui, elle existe. Il y a quelques cas, effectivement, de jalousie, comme ils ont dit, mais de façon générale, la solidarité féminine existe. Je voudrais qu'on perce un peu l'abcès pour aller chercher véritablement les causes. Qu'est-ce qui déclenche effectivement entre femmes cette rivalité, cette concurrence, cette compétition? Est-ce qu'on n'a pas en face de nous parfois des personnes qui ont un problème d'abord personnel, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus profond, mesdames? Effectivement, peut-être très souvent le manque de confiance en soi et le manque également de confiance en ses compétences. Parce que je le dis tout le temps, la première étape, c'est de faire le bilan de ses compétences. Et ensuite de travailler continuellement à les améliorer. Mais dans un milieu compétitif comme le nôtre, il n'est pas acceptable d'être aigri tout simplement parce qu'on n'a pas soi-même réglé ses problèmes intérieurs. Mais oui, je pense qu'à 90% quand même, c'est du manque de confiance en soi bien souvent. Effectivement. Audrey? Je suis d'accord avec le manque de confiance en soi. Je vais ajouter les frustrations aussi. Parce qu'on a cette catégorie de femmes-là qui se sous-estiment tellement à un point où elles estiment que voir l'autre briller, c'est mettre en évidence leurs incompétences à elles, leurs faiblesses à elles. Du coup, elles... Une réaction... Elles réagissent avec les émotions parce qu'elles se disent que mais elle fait ça, mais moi je ne peux pas le faire. Donc si moi je ne peux pas le faire, il n'est pas admissible que l'autre le fasse. On a cette catégorie-là. Et on a d'autres qui aujourd'hui ne sont plus solidaires à cause des frustrations. On disait tout à l'heure qu'il faut se mettre ensemble. Il faut travailler main dans la main. Mais parfois arriver à un moment où celle qu'on choisit de prendre comme leader s'accapare tous les bienfaits. Exactement. Elle va du nous à je. Je. Et malheureusement, elle oublie que pour qu'elle arrive là, des femmes se sont mises derrière elle. Les femmes ont travaillé mais dans la main avec elle pour arriver à cette étape de la vie. Et du coup, ces femmes-là se disent j'ai eu une déception, 2 déceptions, je ne soutiens plus. Je ne soutiens plus. Et quand quelqu'un fait quelque chose, elles se disent non, ça ne va pas marcher. Parce qu'elles reportent leur frustration chez d'autres personnes. Donc, autant il faudrait que les femmes apprennent à travailler main dans la main, mais d'un autre côté, il faudrait que les femmes apprennent à être reconnaissantes, qu'elles apprennent à mettre les autres en lumière et pourquoi pas, à un moment donné, à céder la place aux autres femmes. Ah, ça c'est un autre problème. Justement, accepter de laisser la place, on le voit beaucoup, souvent d'ailleurs en politique, je constate, on le voit beaucoup en politique, ces femmes-là qui, d'une autre génération, ont souvent du mal à accepter qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui fait ses pas, qui fait ses actions, qui font leurs actions et qui aussi ont quelque chose à apporter à la société. Et donc souvent il y a ce problème-là de
de transmission de savoir-faire, d'expérience auprès des plus jeunes. Donc il y a un problème générationnel. Donc c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans ce domaine-là. Alors je voudrais donner justement la parole à notre coach dans une rubrique que nous appelons la Minute du Coach, qui n'est autre que M. Patrick Meillot, qui va nous parler effectivement de ce problème de confiance en soi chez les femmes et justement comment surmonter cette difficulté. Bonjour, je suis le coach Patrick Meillot, expert en développement personnel, leadership et entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? Mais avant d'aborder le sujet de la confiance en soi, il est important de revenir sur les causes du manque de confiance. Parce que pour traiter une pathologie, il faut bien partir de la genèse, de l'origine. Alors, le manque de confiance vient du fait que certaines personnes ont subi des traumatismes dans l'enfance. Ça veut dire que soit c'est à partir des paroles blessantes, on vous avance des paroles qui peuvent vous traumatiser pendant toute la vie. Ça peut être des gestes, ça peut être l'abandon parental, ça peut être des violences physiques, et comme ça peut aussi être des violences au niveau psychologique. Donc c'est cet ensemble-là qui peut créer un manque de confiance à l'avenir. Donc vous évoluez dans cet environnement-là et du coup vous allez développer je dirais, des blocages vis-à-vis de l'extérieur. Et à partir du moment où on grandit dans cette atmosphère, dans cet environnement, bien évidemment quand on devient adulte, on développe le manque de confiance. Ça veut dire qu'on ne peut plus exprimer aisément ses opinions. Ça veut dire qu'on ne peut plus défendre ses propres positions. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire valoir ses compétences. Et à partir du moment où on laisse la liberté ou la possibilité à d'autres personnes de décider ce que nous devons faire, ça veut dire qu'on passe à côté de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes ne pas être capables de pouvoir réaliser un projet sans demander l'autorisation ou l'appui de quelqu'un d'autre. Et c'est le cas de la femme africaine, parce que nous parlons des femmes, bien évidemment. Nous évoluons dans un environnement. Ça veut dire que la femme, de manière culturelle, dans la culture bantou, on sait que la femme doit rester à la cuisine. La femme n'a pas le droit de prendre la parole. La femme n'a pas le droit de parler devant les hommes. La femme n'a pas le droit de mettre en place un projet. Donc, automatiquement, la femme, dans cet environnement, ne peut plus initier quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours des pistes de solutions, il y a toujours des possibilités de remédier à cette situation-là. Nous avons évoqué l'environnement parental, nous avons évoqué l'environnement culturel. Nous avons également l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire l'éducation que je reçois, a un impact sur l'avenir, a un impact sur ma façon de m'exprimer, a un impact sur la façon de percevoir les choses. Et de l'autre côté également, nous avons les compétences, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à développer mes compétences pour pouvoir défendre mes opinions, pour pouvoir défendre mes projets. De l'autre côté, nous avons également la gestion des émotions, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire quelque chose, je suis contraint de demander l'autorisation ou bien de demander l'opinion d'un ami ou d'un aîné ou de la famille. Tant qu'ils n'ont pas donné leur aval, je ne peux rien initier. Et cela se concrétise bien évidemment dans le monde professionnel. Parce que les femmes aujourd'hui, il faut le rappeler, la majorité des entreprises qui sont dirigées par les femmes, quelques-unes, font une croissance de plus de 30 à 40%, contrairement aux entreprises qui sont dirigées par les hommes. Donc ça veut dire que la femme a les mêmes compétences, a les mêmes qualités qu'un homme. Et à partir de cet instant, il faut bien apporter la réponse au niveau de la femme. Qu'est-ce que la femme peut faire? Comment la femme peut développer la confiance? La première chose, c'est que vous devez vous entourer des personnes positives, c'est-à-dire des personnes capables de vous aider, des personnes capables de vous encourager. Deuxième élément, vous devez vous fixer des petits objectifs. N'allez pas vous fixer des objectifs au-delà de vos ressources. C'est-à-dire qu'allez étape par étape.
Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, maintenant, c'est de s'inscrire dans un processus de formation continue. Ça veut dire que je dois acquérir des compétences. Je dois acquérir des qualités qui me permettent de développer un projet. Quatrième élément, bien évidemment, c'est de créer un réseau. Ça veut dire que je dois créer autour de moi un réseau qui va me permettre de me développer, un réseau sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir grandir dans la société. Et le dernier point, bien évidemment, c'est d'avoir un mentor. Vous devez avoir quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a un vécu, quelqu'un qui a déjà démontré ses compétences, qui va vous prendre par la main, vous guider, vous conseiller, vous montrer le chemin à suivre. Voilà comment vous pouvez sortir de ce système de manque de confiance pour vous inscrire dans la dynamique d'une personne qui peut réaliser ses rêves, qui peut réaliser ses projets aisément. Donc voilà globalement ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le manque de confiance chez la femme et bien évidemment chez l'homme, parce que ce n'est pas seulement inscrit pour la femme. Merci coach Patrick Meillot pour ces astuces pour surmonter la confiance en soi chez une femme. Alors j'ai bien aimé lorsqu'il a dit dans le dernier astuce, avoir un mentor. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important quand même effectivement dans certains milieux, effectivement, d'avoir un mentor. Je rajouterais, je dirais, un bon mentor, parce que souvent, on a des cas où vous avez des mentors, effectivement, qui vous accompagnent, qui vous forment, qui vous transmettent des choses, mais qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, justement, comme un enfant, vous avez atteint la maturité et que vous devez couper le cordon et partir. Quelque chose à dire sur l'intervention du coach, Lisiane? Oui. J'aimerais plus développer l'aspect développement des compétences parce que je pense que c'est un peu le cœur du problème. Dès lors qu'il faut interagir en société, notamment dans les associations, les partis politiques et autres, vu que c'est un peu ça le sujet, avoir confiance en soi passe aussi par avoir confiance en ses compétences. Dès lors que tu sais de quoi tu parles, que tu sais que tu en parles de façon claire et structurée, tu ne peux pas être influencé par ou dérangé par la compétence d'une autre femme comme toi. Au contraire, soit tu t'enrichis, soit tu l'enrichis. Je pense qu'on gagnerait vraiment à développer ce pan-là, notamment. Avoir confiance en ses compétences, ça booste quand même beaucoup la confiance en soi, je pense, dans le milieu associatif et autres. C'est tout l'intérêt finalement et le combat que beaucoup d'associations, mais également du gouvernement sur l'autonomisation de la femme. Je pense que ça passe aussi par là. Permettre effectivement à une femme de pouvoir être indépendante, d'apprendre un métier, pourquoi pas aussi. Et ça permet effectivement à toutes ces femmes-là d'être autonomes et donc d'être beaucoup plus en confiance avec elles-mêmes. Audrey, quelque chose à redire par rapport à la minute du coach? Oui, sur la formation. Oui. Parce que c'est un aspect très important pour qu'une femme puisse avoir confiance en elle, en ses capacités. Il faudrait que de temps en temps, qu'elle se fasse former. On n'est pas outillé dans tous les domaines, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qu'on soit femme au foyer, qu'on soit professionnel ou autre, on peut se faire former au quotidien. Et en emmagasinant des différentes formations, on pourra facilement surmonter nos lacunes et devenir quelqu'un de meilleur. Tout à fait. Donc la formation, les compétences, renforcer ses compétences, se former. Comme on dit, il n'y a pas d'âge pour se former. On peut se former à tout moment. Et comme vous l'avez rappelé, avec les nouvelles technologies, le numérique, on a effectivement cette possibilité de se former à tout moment. Et surtout, même de chez vous, vous pouvez continuer à vous former. Alors, un mot de fin, mesdames, sur cette thématique que nous avons abordée. La solidarité féminine existe-t-elle? Je vous laisse clôturer effectivement ce débat. Un message aux femmes qui nous regardent, Madame Audrey. La solidarité féminine, elle existe. On doit l'améliorer et pour l'améliorer, je pense qu'il faut faire des bons choix. Il faut choisir ce qui nous unit parce que ce qui nous unit doit être toujours plus fort que ce qui nous divise.
Merci Madame Audrey. Lisiane, un mot à nos téléspectateurs? Oui, je dirais également que la solidarité féminine existe, mais pour l'améliorer, il faudrait qu'on ait à l'esprit ce ratio, 90% de raison et 10% d'émotion. Et surtout qu'on apprenne entre femmes à avoir de véritables partenariats gagnant-gagnant, que tout ensemble, nous puissions, chacune dans son domaine de compétences, créer un réseau, une synergie pour que nous puissions véritablement faire avancer la cause féminine au Gabon. Merci mesdames, merci pour ce partage, pour ce débat enrichissant. J'espère que nos téléspectateurs, en particulier les téléspectatrices, ont pu retenir que la solidarité féminine est essentielle pour pouvoir justement avancer et faire bouger les lignes en ce qui concerne la femme. Alors, je voudrais terminer cette émission en vous rappelant que nous sommes toujours en période de Covid-19. La crise est toujours présente. Je vous invite donc, mesdames et vous qui nous regardez, à continuer à respecter les gestes barrières. Portez vos masques, lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans le coude, mais également si vous avez la possibilité de vous faire vacciner, n'hésitez pas, ça nous permettra de reprendre une vie normale. Alors je termine en disant effectivement merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure, La Voix des femmes. Je remercie effectivement l'équipe de production de Télé Africa, la Main d'Or Make-up ainsi que donc Novatrice Production pour la direction artistique, mais également notre production Panorama comme Event. Je vous souhaite une agréable soirée sur Télé Africa et à très bientôt dans le prochain numéro de La Voix des femmes. Africa, yeah.